Ceci est un véritable cerveau humain. Enfin, ce qu'il en reste, un nuage de cendres brûlant l'a transformé en verre. Cette transformation incroyable s'est produite il y a presque 2000 ans lorsque le mont Vésuve a décidé que le temps se prêtait parfaitement à une petite éruption qui détruirait les villes de Pompéi, d'Oplontis et d'Herculanum. Ce cerveau appartenait à un jeune homme qui vivait en 79 de notre ère à Herculanum. Pas la ville romaine la plus célèbre, mais ce fut le premier endroit à être découvert sous les cendres du Vésuve, en 1709. Environ 200 ans plus tard, des archéologues ont trouvé les restes de ce jeune homme allongé à plat ventre sur un lit. Toute la fumée et les cendres l'avaient probablement désorienté, et, tandis que la plupart des citoyens d'Herculanum se précipitaient vers le rivage, espérant être secourus, notre homme s'était retrouvé piégé à l'intérieur d'une maison et avait perdu connaissance. Étrangement, cela a sauvé son cerveau de la destruction totale. Mais comment diable un cerveau peut-il se transformer en verre ? Eh bien, lorsque le mont Vésuve est entré en éruption, il n'a pas expulsé seulement de la lave, il a également envoyé un nuage de cendres vraiment super chaud avant que la lave solidifiée puisse s'écouler. Ce type de lave, connu sous le nom de coulée pyroclastique, peut atteindre une température de 465 degrés Celsius, ce qui est assez insensé. C'est suffisamment chaud pour faire fondre votre cerveau, mais pas assez pour le transformer en verre. Cependant, le nuage de cendres, lui, peut atteindre des températures comprises entre 500 et 600 degrés. Mais pour transformer quelque chose en verre, vous n'avez pas seulement besoin de chaleur, vous avez aussi besoin d'un refroidissement rapide. Pour faire simple, vous devez chauffer l'objet à une température suffisamment élevée pour qu'il fonde et devienne liquide. Si vous le laissez refroidir lentement, les molécules de ce liquide commenceront à s'organiser calmement en forme de cristaux. Mais si l'objet refroidit très rapidement, il se solidifiera en gardant la forme prise par le liquide. Un peu comme quand on fait des glaçons. Si vous versez de l'eau dans un bac et que vous le mettez au congélateur, elle se transformera en glace parce qu'elle refroidit rapidement. Mais si vous laissez l'eau à température ambiante, elle s'évaporera lentement. Cela signifie que le cerveau a fondu en raison d'une température extrêmement élevée. Mais avant qu'il ne puisse cristalliser, par exemple, ou simplement s'évaporer, il est devenu très froid. Le flux de l'éruption n'était pas assez chaud. Mais le nuage de cendres qui a atteint la ville avant la coulée pyroclastique l'était assez pour déclencher ce processus, et assez rapide aussi pour partir juste au bon moment. Pour déterminer la température exacte nécessaire à cette transformation d'un cerveau en verre, les scientifiques ont utilisé une technique appelée calorimétrie différentielle à balayage. Ce nom sophistiqué signifie essentiellement qu'ils chauffent des éclats de verre, afin de pouvoir observer le moment où ils commencent à changer de forme. Ils ont découvert que le nuage de cendres devait être à exactement 510 degrés Celsius pour que les cellules cérébrales se mettent à fondre. Maintenant, souvenez-vous de ce que j'ai dit à propos de cet homme qui se trouvait à l'intérieur d'une maison alors que la plupart des citoyens étaient à l'extérieur. Eh bien, ces gens ont également été exposés à ce changement de température, mais ils ne se sont pas transformés en verre car ils n'étaient pas protégés par les murs d'un bâtiment. La protection offerte par le crâne a sûrement aidé notre homme, mais ce n'était pas suffisant. Et comme les autres n'étaient pas protégés par des murs de briques, leurs cerveaux sont simplement partis en fumée. Et avant que vous ne me le demandiez, sachez que non, aucune autre partie de son corps ne s'est transformée en verre. Vous voyez, il faut un peu de liquide pour que le processus de fabrication du verre se produise. Le cerveau contient beaucoup d'eau et de graisse, ce qui en fait un candidat idéal pour ce processus de vitrification. D'autres organes pouvaient bien sûr contenir du liquide, mais ils n'étaient pas aussi protégés que le cerveau. Ils ont donc été détruits par la chaleur. Et les os? Eh bien, les os ne contiennent pas assez de liquide. Donc, ils sont restés tels quels, ceux qui n'ont pas été carbonisés, tout au moins. Lorsque le cerveau s'est transformé en verre, il ressemblait beaucoup à une pierre d'obsidienne, une sorte de verre volcanique formé par la lave refroidie d'un volcan. L'archéologue médico-légal qui a découvert ce cerveau vitrifié a même d'abord pensé qu'il s'agissait simplement d'une pierre. Il examinait les os de notre héros lorsqu'il a remarqué quelque chose de brillant à l'intérieur de son crâne, au milieu de toutes les cendres volcaniques qui le remplissaient. À sa surprise, cette chose était bien plus fragile que l'obsidienne, et plus petite aussi, avec certains fragments mesurant seulement quelques millimètres de large. Il n'a compris que cela faisait partie du cerveau de ce jeune homme qu'après avoir apporté le verre dans un laboratoire. À l'aide d'un microscope, il a découvert qu'il ne s'agissait pas d'une pierre, mais d'un tissu organique. Les cellules qui composent nos organes. Ce tissu organique était constitué de protéines,
une molécule produite par les êtres vivants comme les animaux et les plantes. Et ce n'était pas n'importe quelle protéine. Celle-ci était spécifique au cerveau humain car chaque organe est composé de différents types de protéines. Les chercheurs ont également trouvé des cellules nerveuses dans ce morceau de verre, avec les espèces de vrilles qui leur permettent de recevoir et d'envoyer des messages. Le microscope a également montré ce qui restait de la myéline, une substance graisseuse qui aide les messages voyageant le long des nerfs à aller plus vite. Ce n'est pas la première fois que des scientifiques découvrent des cerveaux humains préservés. En fait, plus de 4000 cerveaux ont été trouvés depuis le XVIIe siècle. Si vous trouvez que ce n'est pas beaucoup, gardez à l'esprit que trouver un cerveau préservé dans un squelette alors que les autres organes ont disparu n'est absolument pas courant. Vous voyez, le cerveau humain est en réalité la première chose à se décomposer lorsque nous sommes à 6 pieds sous terre, et il se transforme habituellement en liquide. Lorsque les scientifiques découvrent un cerveau humain, celui-ci est généralement desséché, congelé ou littéralement transformé en savon. Un cerveau peut être déshydraté si une personne périt dans un endroit très chaud, comme un désert. On trouve des cerveaux congelés, évidemment, dans des lieux extrêmement froids, comme les toundras polaires. Un cerveau transformé en savon peut sembler étrange, mais ce processus de saponification n'est en réalité pas si rare. Il faut beaucoup de graisse et d'huile pour fabriquer du savon, et le cerveau humain en est rempli. C'est un processus complexe, mais si vous trouvez un cerveau transformé en savon, c'est qu'il a dû être enterré dans un endroit très humide et pauvre en oxygène. En 1982 par exemple, des ouvriers ont découvert des dizaines de squelettes humains dans un étang en Floride. Ils avaient tous 8000 ans, et 91 d'entre eux avaient encore le cerveau à peu près intact. Et par intact, j'entends qu'ils s'étaient transformés en une sorte de gelée savonneuse. Au cours des années 2000, les cerveaux de 45 personnes ont été découverts en Espagne, préservés grâce à ce processus de saponification. Cette découverte a aidé les chercheurs à comprendre la composition chimique du cerveau et à connaître les conditions météorologiques qui régnaient au moment du décès de ces personnes. Les scientifiques ont également découvert en Turquie 2 cerveaux âgés de 3700 ans, appartenant à un homme d'âge moyen et à un adolescent qui tentèrent de fuir une attaque. Cette fois, les cerveaux s'étaient transformés en charbon en raison d'un incendie à très haute température. Mais bien que leur crâne ait préservé leur cerveau dans cet état, le processus de chauffage et de refroidissement n'a probablement pas été assez intense pour les vitrifier. Mais ça, c'est la première fois dans l'histoire que des scientifiques trouvent un cerveau qui s'est naturellement transformé en verre. C'est un peu comme de découvrir une licorne, mais d'une manière scientifique. Alors, que signifie cette découverte? Eh bien, pour commencer, elle nous offre un aperçu de la vie de ces gens qui vivaient à cette époque lointaine. Deuxièmement, les scientifiques ont appris une technique incroyable pour préserver le cerveau humain. Cela montre également à quel point la nature peut être puissante, suffisamment puissante pour transformer un cerveau en verre, mais assez délicate pour le préserver pendant des milliers d'années. Alors, faisons un clin d'œil au jeune homme qui a, sans le savoir, contribué ainsi au progrès de la science. Il n'avait probablement aucune idée que son cerveau deviendrait un jour la vedette d'une découverte révolutionnaire. Sa fin tragique nous a offert un aperçu fascinant du passé. Vous vous rendez en Espagne avec une équipe d'archéologues, dans l'espoir de mettre au jour d'antiques artefacts. Par chance, vous découvrez l'un des plus grands trésors de l'âge du bronze ibérique. Cette appellation désigne les cultures de cette époque en Espagne et au Portugal. Parmi les objets exhumés figurent des monnaies, des bijoux, des vases, ainsi que 2 pièces singulières. L'une évoque un fragment de sceptre, l'autre ressemble à un bracelet. Leur étrangeté? Elles semblent liées à l'espace. En 1963, à quelques kilomètres de la ville de Villena, en Espagne, des scientifiques mirent au jour le trésor de Villena, l'un des plus importants dépôts d'or de l'âge du bronze. Fait curieux, existe-t-il des trésors de bronze datant de l'âge d'or? Qu'importe. L'or découvert a été daté entre 1500 et 1200 avant notre ère, à l'exception toutefois du sceptre et du bracelet, dont la provenance semble étrangère. Leur origine serait extraterrestre, dit-on, ce qui rend leur datation incertaine. Bien sûr, ce n'est qu'une plaisanterie, du moins, en partie. Lorsque les chercheurs examinèrent les objets, ils constatèrent que ces 2 pièces étaient faites non d'or, mais de fer. Et alors, pourriez-vous penser? Le problème, c'est qu'à l'âge du bronze, on ne savait ni exploiter ni forger ce métal. La maîtrise du fer n'est apparue qu'environ 4 à 7 siècles plus tard, vers 850 avant notre ère.
Alors, comment expliquer leur existence? Un indice troublant de ce mystère a été découvert en Égypte ancienne. Dans la tombe de Toutankhamon reposait un poignard en fer, présentant des caractéristiques semblables. Mais cet objet était bien plus précieux que les autres, car il avait été fabriqué à partir d'un matériau céleste, une météorite. De fait, le bracelet et le sceptre sont eux aussi composés de fer météoritique. Ce type de métal se distingue par une teneur élevée en nickel, absente dans le fer terrestre. Tout cela devient cohérent. Les peuples de l'âge du bronze ne pouvaient pas extraire le fer des profondeurs. Mais rien ne les empêchait de récupérer celui tombé du ciel. Imaginez l'émotion de posséder des bijoux ou une dague confectionnée à partir d'un matériau ayant voyagé durant des millions d'années dans les immensités de l'espace. Peut-être renferme-t-il même des particules d'une étoile ancienne aujourd'hui éteinte. À ce jour, ces deux artefacts issus du trésor de Villena constituent les plus anciens objets en fer météoritique recensés sur la péninsule ibérique. Maintenant que chaque pièce est à sa place, vous pouvez admirer l'ensemble des richesses composant le trésor de Villena. Ce dernier comprend 66 objets, bols, bracelets, flacons, bijoux en or, 3 flacons d'argent ainsi qu'un bouton en or ambré. Près de 10 kilos d'or ancien soigneusement dissimulé, dont la découverte ne fut possible qu'après 3 millénaires. Ce rêve pour tout archéologue est exposé au musée de Villena, où sont présentés des vestiges couvrant plusieurs époques, allant de la préhistoire, il y a environ 50 000 ans, jusqu'à l'époque contemporaine. Vous y trouverez des objets issus des cultures ibériques, romaines et arabes. On y observe non seulement bijoux et monnaies, mais aussi les vestiges de colonnes, céramiques et autres artefacts architecturaux. Cette collection figure parmi les plus importantes en matière de trésors préhistoriques en Europe. Et le plus remarquable est que l'accès à cet ensemble exceptionnel ne coûte que 2 € environ. Rendez-vous à Villena, découvrez donc ce musée, et imprégnez-vous de son histoire. Hé l'ami, on m'a dit que vous possédiez un détecteur de métaux. Pourriez-vous m'aider à retrouver ce marteau que j'ai perdu dans mon champ? Vous demande un vieux fermier. Vous prenez votre appareil et entamez les recherches. Mais au lieu d'un marteau, vous déterrez des centaines, voire des milliers de pièces d'argent estimées à environ 2 millions d'euros. Vous vous réjouissez que le fermier ait égaré son marteau, car vous voilà riche. Mais stop, sachant que ce terrain lui appartient, lui révéleriez-vous votre trouvaille ou la garderiez-vous pour vous? En réalité, aucune de ces éventualités ne s'est produite. En 1992, Eric Lowes aidait un agriculteur à retrouver un marteau perdu dans un champ proche de Oxne, dans le Suffolk en Angleterre. Son détecteur de métaux révéla un trésor caché d'une ampleur considérable. Cuillères en argent, bijoux en or, plus de 500 pièces d'or et quelques 14 000 pièces d'argent. Par hasard, Eric Lowes mit au jour la plus vaste collection d'or et d'argent de la fin de l'époque romaine, jamais découverte en Grande-Bretagne. Hélas, ou par chance peut-être, ni lui ni l'agriculteur ne reçurent la moindre part de ce trésor, désormais conservé au British Museum. Quittons à présent le champ de ce fermier pour rejoindre la côte méditerranéenne. Imaginez que vous soyez plongeur sous-marin. Après une violente tempête la veille, l'eau est désormais calme, et vous vous immergez pour découvrir un fond marin recouvert de dinars en or. Ce fait s'est produit en 2015. Ces pièces, charriées sur la rive par la tempête, pourraient avoir été frappées bien avant le début de la première croisade en 1096. Cette collection figure parmi les découvertes archéologiques les plus remarquables à l'échelle mondiale. De telles richesses peuvent aisément troubler l'esprit de leurs découvreurs, mais elles finissent toujours dans un musée. Et c'est une bonne chose, car une fortune de cette ampleur pourrait aisément rendre fou. Un détecteur de métaux et une combinaison de plongée ont permis la découverte de trésors anciens. Mais quelle sera la prochaine étape? Pourquoi pas un chien? En effet, cet animal pourrait bien être un excellent substitut au détecteur de métaux. Ainsi, en 2013, 2 personnes promenaient leurs chiens sur leur propriété, dans le nord de la Californie, lorsqu'ils tombèrent sur une boîte rouillée remplie de pièces datées de 1847 à 1894. Près de 1500 pièces d'or se trouvèrent à l'intérieur. Le ticket pour un avenir riche et insouciant? Pas cette fois. La découverte suscita une vive controverse parmi les experts. Une théorie avançait que ces pièces auraient été volées à la monnaie des États-Unis. Toutefois, celle-ci démentit fermement cette hypothèse, affirmant n'avoir jamais possédé un tel or dans ses réserves. Reste à comprendre pourquoi quelqu'un aurait pris le risque de dissimuler un tel trésor dans la propriété d'un tiers. Un voleur a risqué sa liberté, peut-être même sa vie, pour s'enrichir. Une fois son but atteint, il se contenta de cacher le magot, comme s'il n'avait jamais existé. Une affaire pour le moins étrange.
Monnaies, bijoux, objets provenant de météorites, tout cela est remarquable. Mais achevons cette vidéo avec un récit grandiose. Des archéologues, engagés dans des recherches au large des côtes égyptiennes, découvrirent un trésor insoupçonné au sein d'un temple et d'un sanctuaire submergé. Malgré l'assaut des vagues, les tremblements de terre et l'eau salée, cette découverte majeure avait été maintenue dans un état remarquable. Ce temple, édifié il y a plusieurs siècles, s'effondra au milieu du second siècle avant notre ère. Il s'agissait d'une structure capitale de l'Égypte ancienne, considérée comme sacrée par la population. Les pharaons s'y rendaient pour implorer l'aide de leurs dieux et afin de sacraliser leur règne au moyen de titres grandioses, tels que roi de l'univers. Pour beaucoup, ce lieu représentait le cœur même de notre monde, et il repose désormais, oublié, au fond de la mer, presque en ruine. Le temps ne fait grâce à rien. Les chercheurs ont établi que ce temple faisait autrefois partie intégrante d'une cité portuaire antique. Un tremblement de terre dévastateur survenu il y a fort longtemps anéantit la ville. Les vagues de marée, en rendant le sol meuble, entraînèrent la cité dans les eaux de la Méditerranée. Lors de leurs investigations dans le temple, les scientifiques découvrirent de nombreux trésors cachés, instruments cérémoniels en argent, bijoux en or et vases en albâtre, qui servaient jadis à conserver parfums et onguents. Il semblerait qu'en Égypte ancienne, la cosmétologie avait déjà ses adeptes. À proximité du temple, les archéologues mirent au jour un sanctuaire grec. Il semble que les marchands grecs visitant les côtes égyptiennes souhaitaient rendre hommage à Aphrodite, et pour cela bâtirent un modeste édifice en son honneur. Dans ce lieu furent exhumés des objets en bronze et en céramique issus de diverses cultures. Les chercheurs ont également découvert que les Grecs jouissaient de l'autorisation de commercer dans cette cité égyptienne, et pouvaient même y établir leur résidence. Les pharaons, vers 600 avant notre ère, se montraient apparemment favorables à leur égard. L'archéologie est indéniablement passionnante. Mais que feriez-vous si vous découvriez un trésor ancien? Avant de répondre, il conviendrait de vous informer sur la législation en vigueur dans votre pays concernant ce type de découverte. Le désert du Sahara ressemble à un film de Mad Max. Chaleur torride, dunes infinies et un paysage dévasté en général. Un endroit où personne ne pourrait vivre, n'est-ce pas? Eh bien, oubliez tout ce que vous en savez. Car il y a 5000 ans, le Sahara était un paradis luxuriant de prairies, lacs et rivières, et abritait une civilisation fantôme qui a disparu sans laisser de traces. Notre histoire commence dans les années 1930, lorsqu'un explorateur hongrois est tombé sur une grotte au milieu du Sahara. À l'intérieur, il a découvert quelque chose de bizarre. Des peintures rupestres anciennes représentant des personnes nageant dans un lac, entourées de girafes, d'hippopotames et de crocodiles. À l'époque, tout le monde a haussé les épaules, en considérant cela comme une représentation symbolique de l'au-delà. Car, franchement, qui pourrait imaginer un lac dans le Sahara? Avance rapide d'environ 70 ans plus tard, lorsqu'un groupe d'archéologues a fait une découverte qui a renversé la situation. Dans un abri sous roche en Libye, ils ont mis au jour 15 momies, ainsi que des paniers, des pots en céramique et d'autres objets du quotidien. Cela peut sembler des déchets préhistoriques pour la plupart des gens. Mais pour les archéologues, c'était comme découvrir une pièce à conviction clé. Ces personnes ne faisaient pas que passer par là. Elles vivaient ici. Vous voyez, ce n'était pas n'importe quelle momie, elle faisait partie des plus anciens humains naturellement momifiés jamais découverts, datant de plus de 7000 ans. Ha ha ha, prends ça, Égypte. 2 d'entre elles avaient encore un ADN lisible. Préservé grâce à un rare processus de momification naturelle, presque un miracle compte tenu de la capacité du climat du Sahara à transformer tout en viande séchée. Les scientifiques ont eu du mal pendant un certain temps à comprendre d'où provenaient ces momies, car l'ADN mitochondrial qu'ils avaient récupéré n'était pas du tout utile. Mais grâce au progrès scientifique, ils ont finalement réussi à effectuer une analyse génomique complète qui a révélé d'étranges secrets. Ces personnes appartenaient à une lignée humaine qui était complètement inconnue, et elles ont vécu isolées du reste de l'humanité pendant des milliers d'années. Pendant des décennies, les chercheurs ont supposé que l'endroit où ils vivaient, le Sahara vert, était comme une autoroute préhistorique, un couloir luxuriant que les humains et les animaux utilisaient pour migrer entre l'Afrique subsaharienne et la Méditerranée. Mais les momies ont démoli cette théorie comme un hippopotame assis sur un château de sable. Leur ADN ne montrait aucun mélange génétique avec des migrants subsahariens et eurasiens, gardant leur gène pur pendant 7000 ans. Leurs plus proches parents génétiques n'étaient pas leurs voisins vivant juste en dessous du célèbre désert, mais certains anciens chasseurs-cueilleurs du Maroc,
et même des individus qui vivaient en République tchèque, alors qu'elle n'était même pas encore un pays, il y a 50 000 ans. Nous ne sommes pas encore sortis d'affaire car ces momies portaient également de minuscules traces d'ADN de Néandertal, seulement 10% de la quantité trouvée chez les Eurasiens modernes. Si vous avez fait attention à l'école, alors vous savez que les Néandertaliens vivaient en Europe et en Asie, et que les premiers humains ne se mélangeaient avec eux qu'après avoir migré hors d'Afrique. Mais ces gens du Sahara vert n'ont jamais quitté l'Afrique. Alors comment ont-ils acquis des gènes de Néandertal? La théorie dominante est que leurs ancêtres se sont mêlés aux Néandertaliens en Afrique du Nord il y a 50 000 ans avant de s'installer dans le Sahara et de couper les contacts avec le monde extérieur. Les archéologues ont également trouvé des os de bétail et des outils en pierre et en bois dans cet abri sous roche, prouvant que ces personnes menaient une vie pastorale florissante. Cette découverte a laissé les scientifiques perplexes pendant un certain temps, car, voyez-vous, la domestication des animaux ne s'était pas développée en Afrique. Alors, comment ont-ils appris cela s'ils ne se sont jamais mêlés à quiconque? Avaient-ils des tutoriels YouTube anciens? Probablement pas. Les chercheurs pensent qu'ils ont dû échanger des connaissances avec des groupes voisins, mais uniquement des connaissances, pas de salive. Il est presque difficile de croire qu'aucun étranger ne s'est mêlé à eux. Après tout, qui ne voudrait pas vivre dans une civilisation prospère, au milieu d'un paradis vert, en buvant du lait, en mangeant de la viande et même en utilisant le sang animal comme source de protéines? Miam! Ils n'avaient pas besoin de chasser pour chaque repas, grâce à leur bétail, et l'eau abondante rendait la vie vraiment agréable. Et pourtant, ils n'épousaient jamais d'étrangers. Pourquoi? Peut-être que c'était un choix culturel de ne jamais sortir en dehors de leur propre groupe, ou peut-être que le paysage même les gardait isolés. C'est là que les scientifiques misent. Ils croient que les forêts denses et les rivières qui existaient dans le Sahara vert agissaient comme le panneau défense d'entrée de la nature, créant une barrière géographique qui isole les animaux, les plantes et les sociétés entières. Cette isolation est la raison pour laquelle leurs gènes s'étaient nés si uniques. Ces gens-là n'échangeaient pas de baisers avec qui que ce soit d'autre. Mais cette capsule temporelle génétique a failli ne pas survivre. Pendant la majeure partie de la dernière ère glaciaire, le Sahara était encore plus impitoyable qu'aujourd'hui, une véritable zone morte où les humains ne pouvaient pas survivre. Il y a 70 000 ans, même les gens les plus résistants ont disparu, se retirant vers la vallée du Nil et la côte méditerranéenne. Pourquoi? Parce que la Terre était un tyran climatique. D'énormes glaciers ont volé toute l'humidité, affaiblissant les moussons jusqu'à ce que les nuages de pluie atteignent à peine l'Afrique du Nord. Puis vinrent les coups de grâce. Des armadas d'icebergs ont inondé l'Atlantique Nord, déclenchant des sécheresses dévastatrices à chaque fois. C'était l'ultime époque du défense d'entrée du Sahara. Maintenant, vous vous demandez probablement comment le Sahara est devenu vert après tout cela, pour redevenir ensuite un désert. Eh bien, tout a commencé il y a 15 000 ans. Je n'étais pas là à cette époque, lorsque la Terre se libérait de la dernière ère glaciaire. L'axe de notre planète était un peu instable, et à cause de cela, l'hémisphère nord s'est rapproché du Soleil, recevant ainsi plus de lumière et de chaleur. Cet été éternel a transformé l'Afrique du Nord en un gigantesque aimant à humidité, attirant l'eau de l'Atlantique et la faisant pleuvoir sur le Sahara. Le résultat de cette quantité incroyable de pluie fut une savane luxuriante, dotée de lacs de la taille de petits pays. Mais la période humide africaine n'était pas juste un miracle ponctuel. La vérité est que ce passage éternel entre le vert et le désert a eu lieu plus de 230 fois dans le Sahara depuis que le désert est né. Lors de l'un de ces événements, le Sahara s'est même étendu, devenant plus grand qu'il ne l'est aujourd'hui. Donc, lorsque le Sahara vert a fait son apparition, vous pouvez parier qu'il a apporté la transformation ultime de l'écosystème. Ce n'était pas juste une légère couche de gazon. On parle d'une véritable métamorphose. La transformation était si complète qu'elle a même remodelé les populations animales. Les guépards ont soudainement eu du mal avec les nouvelles dynamiques de proie, tandis que les rongeurs, comme la souris multimammaire, prospéraient dans les prairies devenues soudainement abondantes. C'était comme un Tom et Jerry inversé. Mais n'emballez pas encore vos maillots de bain préhistoriques, ce paradis avait des dents. Le Sahara était un labyrinthe écologique de rivières infestées de crocodiles, de moustiques porteurs de la malaria, et de grands félins tapis dans les hautes herbes. Le traverser aurait été comme jouer à une version réelle de Hippoglouton. C'est probablement pourquoi davantage de groupes ne se sont pas installés de manière permanente. Le climat du Sahara a basculé entre des périodes humides et sèches tous les 20 000 ans. Difficile d'appeler cela un code postal stable. Pour la plupart des anciens peuples, il était plus judicieux de considérer le Sahara vert comme un buffet à volonté, prendre les ressources et partir avant que le désert ne revienne. Cependant, cette période du Sahara vert a duré 10 000 ans,
laissant à nos bergers mystérieux beaucoup de temps pour prospérer. Mais il y a environ 5000 ans, l'axe de la Terre a de nouveau changé, les pluies se sont éloignées, et le Sahara s'est asséché plus vite qu'une flaque d'eau en juillet. Alors que le désert faisait son retour, les bergers du Sahara vert n'eurent d'autre choix que de rassembler leur bétail et de partir. Certains chercheurs pensent qu'ils ont migré vers le Nil, posant ainsi les bases de l'Égypte antique. Je suppose donc que leur héritage perdure. De plus, leur lignée pure est peut-être éteinte de nos jours, mais quelques gènes ténus des momies peuvent encore être trouvés chez les habitants de l'Afrique du Nord actuelle. Mais les momies introverties n'étaient pas les seules à utiliser le Sahara vert comme Airbnb. Elles avaient en réalité des voisins juste au coin de la rue, dans un village au bord d'un lac au Niger, pour être précis. Ces personnes ont prospéré pendant 5000 ans et ont laissé derrière eux le plus ancien cimetière du désert du Sahara, comprenant un homme enterré dans une carapace de tortue, un homme d'Halloween souriant avec des dents limées, et une étreinte familiale poignante figée dans le temps, victime des mêmes eaux qui les ont soutenus. Finalement, ces personnes ont également disparu, tout comme cela est arrivé à nos amis antisociaux. Cela prouve que ce désert déjoue tout le monde avec un paysage qui offre le paradis d'une main et le retire de l'autre. Quelque chose d'étrange se cache sous les sables de Gizeh. Et les scientifiques n'ont aucune idée de ce que c'est. Des archéologues viennent de découvrir une structure cachée près de la Grande Pyramide, à l'aide d'une technologie avancée de reconnaissance souterraine. Que contient-elle? Personne ne le sait. Mais les fouilles ont déjà commencé. La Grande Pyramide de Gizeh est l'un des monuments les plus célèbres au monde. Mais elle n'est pas seule. Elle est entourée d'une ancienne nécropole, un immense cimetière royal rempli de tombes et de monuments. Ils appartiennent à des pharaons, à des nobles et à d'autres hauts dignitaires. La plupart de ces tombes se trouvent au-dessus du sol. Elles portent le nom de mastabas. Il s'agit de sépultures rectangulaires au toit plat, construites en calcaire ou en briques crues. Elles font l'objet d'études depuis des décennies. Cependant, grâce à de vieux films, nous savons qu'il ne s'agit pas de simples tombeaux. Ils abritent de profonds puits verticaux menant à des chambres funéraires souterraines, où le passé a été scellé pour l'éternité. Récemment, des archéologues ont découvert un étrange espace, vide dans le cimetière. Une parcelle de terrain totalement inexplorée. Pas de mastaba, pas de ruines visibles, rien. Pendant des années, ils l'ont ignoré. Mais entre 2021 et 2023, ils ont décidé d'enquêter. Ils n'ont toutefois pas creusé. Au lieu de cela, ils ont utilisé une technologie similaire à nos radios médicales, mais pour le sol. Ces radars ont permis aux scientifiques de voir. Et il y avait bien quelque chose sous le sable, quelque chose qui avait été délibérément enterré et oublié. Une structure souterraine en deux parties. L'une est peu profonde et en forme de L. Elle mesure environ 10 mètres de long et est enterrée à seulement 2 mètres de profondeur. Et plus bas, une anomalie plus mystérieuse encore. Une structure complètement différente de tout ce qui se trouve dans les environs. Ils l'ont qualifiée d'anomalie à haute résistance, ce qui signifie qu'elle est dense et solide, probablement faite de pierre, de sable ou même de métal, et personne ne sait ce qu'elle renferme. Il est évident que cette structure en forme de L a été construite de main d'homme. Elle n'a rien de naturel, et il se pourrait qu'elle ne soit qu'une entrée vers ce qui se cache en dessous. Cependant, nous n'avons encore que des hypothèses concernant son contenu. Elle est remplie de sable et de gravier. Elle a probablement été remblayée délibérément après sa construction, peut-être pour la préserver. Pourquoi? Nous ne le savons pas. L'équipe archéologique devra procéder à des fouilles pour comprendre exactement ce qu'était cette structure et pourquoi elle a été construite. La première hypothèse est qu'il s'agit d'une chambre funéraire perdue. De nombreuses tombes à Gizeh ont des sites funéraires souterrains, mais la plupart présentent des marqueurs clairs à la surface. Celle-ci, pour une raison quelconque, n'en a aucun. Mais il se peut, tout de même, qu'il s'agisse bien de cela. La deuxième hypothèse est qu'il s'agit d'une ancienne chapelle funéraire. Les égyptologues savent que certaines chapelles furent construites de cette manière. Mais on les construisait généralement au-dessus du sol, non pas au-dessous, comme celle-ci. Enfin, il pourrait s'agir de quelque chose que nous n'avons jamais vu auparavant. Si cette structure s'avère être d'un type nouveau, cela pourrait bouleverser nos connaissances sur les sépultures des pharaons. La seule façon d'en être certain est de continuer les fouilles. Et c'est exactement ce que font les archéologues sur ce site. Leur travail a déjà bien avancé. Ils sont pressés de découvrir la vérité. Cependant, il existe un réel danger. Les structures anciennes et fragiles de Gizeh doivent être manipulées avec précaution. Sinon, elles pourraient être endommagées de manière irréversible. Nous devons donc être patients. Ces tombes ont toujours recelé des mystères fascinants. Malheureusement, à cause des pilleurs.
Beaucoup de choses nous ont échappé jusqu'à présent. On construisait ces tombes dans le but de préserver les corps pour l'éternité. Mais cela n'a pas empêché les pilleurs de s'y introduire pour y dérober tout ce qui avait de la valeur. Ils s'en prennent à ces sites antiques depuis des milliers d'années, depuis l'époque des pharaons eux-mêmes. La plupart des tombes les plus célèbres, notamment celles de Gizeh, de Saqqara et de la vallée des rois, ont été pillées. C'était une pratique courante dans l'Égypte antique, et les pilleurs prenaient cette activité très au sérieux. Ils creusaient des tunnels secrets pour contourner les pièges et les murs. Ils soudoyaient ou menaçaient les ouvriers travaillant dans les tombes pour obtenir des informations. Ils ouvraient les sarcophages pour s'emparer de l'or, des bijoux et des objets anciens. Et lorsque les archéologues modernes ont découvert ces tombes, elles avaient déjà été entièrement pillées. Les pharaons au pouvoir se sont vite lassés de ces actes de vandalisme. La vallée des rois, célèbre cimetière de la royauté égyptienne, était censée être la zone la plus sécurisée. Les tombes ici y étaient construites profondément sous terre, cachées dans les airs. Les passages étaient scellés par d'énormes blocs de pierre. De fausses portes et des pièges étaient ajoutés pour dérouter les voleurs. Des malédictions étaient même inscrites sur les murs, promettant un destin tragique à quiconque oserait profaner la tombe. C'est de là que viennent toutes ces histoires terrifiantes sur les momies. Vous l'aurez deviné. Rien de tout cela n'a fonctionné. La plupart des tombes de la vallée des rois furent entièrement pillées moins de 100 ans après leur construction. Même la tombe du roi Toutankhamon, l'une des plus célèbres de l'histoire, fut profanée à 2 reprises dans l'Antiquité. Certains décidèrent de riposter. Les souverains du Nouvel Empire construisirent des tombes cachées et anonymes afin d'empêcher les pilleurs de les trouver. Cela ne fonctionna pas. Certains pharaons, comme Ramsès II, furent secrètement déplacés afin qu'on ne puisse pas déranger son sommeil éternel. Cela n'a eu aucun effet. Les pilleurs de tombes ont toujours triomphé. En effet, il ne s'agissait pas de simples voleurs, mais d'individus habiles, organisés et bien informés. Ils savaient exactement où chercher. Beaucoup d'entre eux avaient participé à la construction de ces sites et savaient où se trouvaient les entrées. S'ils ne pouvaient pas enfoncer les portes, ils creusaient à travers les murs, les sols ou même les plafonds pour pénétrer à l'intérieur. Ils travaillaient rapidement, souvent dans les années qui suivaient la fermeture des tombes, avant que tout le monde oublie où se trouvaient les objets de valeur. La pyramide de Khéops, située à côté de cette structure récemment découverte, a été pillée bien avant l'époque moderne. La seule chose qui restait à l'intérieur lorsque les explorateurs sont arrivés, un coffre en granit vide là où se trouvait autrefois le sarcophage. Malheureusement, il ne s'agit pas seulement d'or. C'est l'histoire elle-même qui disparaissait à chacun de ces raids. Les Égyptiens de l'Antiquité consignaient par écrit et en détail ce qu'ils enterraient et où ils le faisaient. Ainsi, lorsque les archéologues comparent ces listes avec ce qu'ils trouvent, ils peuvent voir ce qui manque, c'est-à-dire souvent tout ce qui a de la valeur. La plupart des artefacts ne finissent pas dans les musées, mais disparaissent dans des collections privées où ils ne peuvent plus jamais être étudiés. Ce qui est bien sûr tout à fait injuste. En fait, quelques pays en ont eu assez et ont commencé à promulguer des lois afin de récupérer les pièces historiques auprès des collectionneurs privés. En Italie, si vous possédez une pièce antique romaine, vous devez prouver que vous l'avez obtenue légalement. La Chine recherche elle aussi activement les pièces volées et doit trouver des moyens de les récupérer auprès des collectionneurs occidentaux. En Égypte, de nouvelles lois ont été votées afin d'interdire aux particuliers de posséder des objets anciens. D'autres pays, comme les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne ou la Suisse, n'ont aucun problème avec le fait que des personnes fortunées possèdent leur histoire. Le British Museum est presque entièrement constitué d'objets pillés. Les empires européens ont envahi la moitié de la planète et ont ramené chez eux tout ce qui leur plaisait. Leurs musées leur regorgent souvent de tels vestiges. Malheureusement, ils refusent la plupart du temps de les restituer. Prenons l'exemple de la pierre de Rosette. Elle a été dérobée en Égypte par l'armée de Napoléon. Elle a ensuite été volée par les Britanniques après leur victoire sur les Français. L'Égypte réclame sa restitution depuis des années, mais toujours sans succès. Ou encore les marbres du Parthénon. Ces magnifiques sculptures grecques monumentales ont été dérobées à Athènes par un lord britannique au XIXe siècle. La Grèce réclame leur restitution depuis lors, mais le Royaume-Uni n'est pas disposé à les rendre. Et c'est sans parler des innombrables artefacts mésoaméricains dispersés dans divers musées à travers le monde. Les explorateurs européens ont pillé les temples mayas et aztèques, emportant statues, bijoux et objets sacrés. Et aujourd'hui, le Mexique se bat pour les récupérer. Il ne serait pas surprenant que même cette mystérieuse chambre souterraine ait déjà été pillée d'une manière ou d'une autre. Mais s'il s'agit vraiment d'un lieu récemment découvert, pourrait-il être l'un des rares à avoir échappé aux pilleurs?
Se pourrait-il qu'il renferme encore des objets anciens, intacts depuis 4500 ans? Nous ne pouvons qu'espérer que les voleurs ne s'y soient pas déjà introduits. Et si je vous disais que les extraterrestres que nous imaginons tous comme de petits hommes verts pourraient en réalité ressembler à des terriens tout à fait normaux et se détendre en Europe? C'est la péninsule ibérique, et les personnes qui y vivent sont sous suspicion. Voici la raison. D'une manière ou d'une autre, des parties des artefacts les plus importants de la civilisation ibérique, appelés trésors de Villena, sont fabriqués à partir de métal qui ne peut tout simplement pas être trouvé sur Terre, car c'est du métal provenant d'une météorite. Abordons cela étape par étape. Voici l'artefact lui-même, trésor de Villena, et il est composé de 59 objets différents. Des bols, des bouteilles et des bracelets. Y a-t-il un motif là, avec tous ces baies? Au total, la découverte pèse environ 9 kg, dont 8 kg sont en or de 23,5 carats. Si vous n'êtes pas un spécialiste du métal, je vais vous éclaircir cela tout de suite. À titre de comparaison, l'or 23K est composé à 95,8% d'or pur, donc l'or 23,5K est encore plus pur. Le pourcentage restant correspond à d'autres métaux qui aident à ajouter de la résistance et de la durabilité à l'alliage précieux. Il y avait aussi de l'argent, du fer et de l'ambre dans cet ensemble. L'artefact aurait pu être assez simple, mais pour ces deux-là, appelons-les imposteurs. Regardez ce bracelet en fer forgé et cet hémisphère creuse. Voyez-vous cela? Ces lignes rouillées sur l'hémisphère et la couleur étrange du bracelet se démarquent vraiment, puisque tout le reste est constitué du plus pur or. Tout a commencé en 1963, lorsqu'un chercheur a remarqué un métal sombre plombé parmi les bols et bouteilles brillants. Le métal était brillant à certains endroits et recouvert d'un oxyde d'apparence ferreuse qui était principalement fissuré. Pour que vous compreniez bien, l'or ne se comporte généralement pas de cette manière. L'or est l'un des métaux les moins réactifs. Il ne se ternit donc même pas, encore moins rouille. Pour déterminer d'où provenait ce fer suspect, les chercheurs ont utilisé la spectrométrie de masse, qui examine le rapport masse-charge des molécules. Leurs découvertes ont montré que le nickel dans le fer est similaire à celui que l'on trouve dans le fer météoritique. En termes simples, le bracelet et l'hémisphère sont d'origine extraterrestre. L'âge exact de ce trésor est difficile à déterminer, mais il est crucial. Nous devons connaître l'âge exact pour voir s'il coïncide avec le début de l'âge du fer dans la péninsule ibérique. Si c'est le cas, alors pas de questions supplémentaires ici. Mais si ça ne l'est pas, eh bien c'est pour le moins étrange, sinon suspect. Donc, il existe ce système des 3 âges. Il se compose de l'âge de la pierre, puis de l'âge du bronze, et enfin de l'âge du fer. L'âge de la pierre n'est pas important ici. Comparons les âges du bronze et du fer. L'âge du bronze a commencé lorsque l'on s'est rendu compte que la combinaison du cuivre et de l'étain produisait un matériau plus durable que chacun de ces métaux pris séparément. Cette ère était entièrement consacrée à de grandes améliorations des outils et des armes. Mais 2 inventions majeures se sont distinguées, les systèmes d'écriture et la roue. Puis vint l'âge du fer. Cette période était entièrement consacrée à l'introduction progressive du fer dans la vie quotidienne. Le fer était beaucoup plus facile à modeler en designs astucieux que le bronze. C'était important parce que le fer, surtout lorsqu'il était transformé en acier, apportait des améliorations significatives dans tous les aspects de la vie. Les outils devenaient plus légers, moins chers et plus résistants par rapport à leurs équivalents en bronze. Vous suivez? Parfait. Ainsi, les chercheurs ont longtemps débattu de savoir si le trésor remonte à l'ère post-argarique ou à la dernière partie de l'âge du bronze. La dernière étude affirme que ces artefacts ont été créés entre 1400 et 1200 avant Jésus-Christ. Et quelque chose ne colle pas vraiment. Tout d'abord, l'âge du fer a commencé environ 500 ans après la création de ces artefacts. De plus, les anciens artisans ne pouvaient pas savoir à l'époque comment travailler avec des métaux qui sont arrivés sur Terre il y a environ 1 million d'années. Et bien que les dates soient vraiment difficiles à expliquer, il existe une explication logique pour l'artisanat. La théorie ici est que ces métallurgistes avaient simplement accès à la météorite tombée, et ainsi ils pouvaient bien l'étudier et découvrir ses propriétés avant de l'utiliser à des fins décoratives. Ils auraient pu le découvrir par essai et erreur, et une fois qu'ils savaient exactement comment travailler avec ce métal extraterrestre, ils ont procédé à orner les artefacts avec lui.
De plus, il y avait les Phéniciens qui ont contribué à leur artisanat. Il est vrai que les peuples ibériques travaillaient le métal et fabriquaient de la poterie bien avant que les Phéniciens ne s'installent sur la péninsule. Mais l'arrivée de nouvelles techniques de travail des métaux et l'introduction du tour de potier leur ont permis de produire des biens de meilleure qualité beaucoup plus rapidement qu'auparavant. Alors, nous avons découvert les origines extraterrestres des artefacts ibériques, mais devinez quoi? Cette zone est toujours suspecte. La raison en est la langue qu'ils parlaient. Vous voyez, pour la plupart des langues modernes utilisées aujourd'hui, il y aura toujours une proto-langue. Par exemple, pour l'italien, l'espagnol et le français, c'est le latin, d'où leur similitude. Mais attendez, l'ibérique était largement parlé, là où se trouve l'Espagne moderne. Pourquoi l'espagnol n'y ressemble-t-il pas? La vérité, c'est qu'aucune langue aujourd'hui ne ressemble à l'ibérien, peut-être seulement le basque, mais c'est en raison de quelques similitudes trouvées dans leur système numéro. Le basque est classé comme une langue isolée, ou simplement non apparentée à toute autre langue connue, et la seule langue isolée en Europe. La langue ibérienne est non classifiée. Bien que les écritures rédigées en elle aient été déchiffrées à divers degrés, la langue elle-même reste largement inconnue. Et regarde l'alphabet qu'avaient les Ibériens, on dirait qu'il n'appartient pas vraiment à notre planète. Oh, attends un peu, celui-ci pourrait être un peu tiré par les cheveux. Quand les Phéniciens sont arrivés sur la péninsule, ils ont apporté leur alphabet pour les Ibères. Mais honnêtement, les Ibères n'étaient probablement pas enclins à simplement copier le système d'écriture de quelqu'un d'autre, alors ils l'ont modifié jusqu'à ce qu'il paraisse complètement différent. Disons juste qu'ils ont pris un peu d'inspiration et s'en sont allés avec. Bien que les linguistes puissent deviner dans une certaine mesure comment la plupart des caractères sonnaient, traduire réellement la langue reste totalement impossible. La langue ibérique était non indo-européenne et a disparu il y a plus de 2000 ans, et il n'y a pas de langue similaire restante pour nous aider. Super frustrant, n'est-ce pas? Nous avons plus de 2000 inscriptions ibériques provenant de tombes, de pièces de monnaie, de poteries, de plaques de plomb et même de gravures sur les parois des grottes. Mais à part une poignée de mots, nous sommes totalement dans le flou quant à leur signification. Si nous pouvions comprendre leur langue, nous aurions peut-être appris qu'ils étaient de grands penseurs et tout. Mais nous ne pouvons qu'admirer les œuvres d'art qu'ils ont laissées. La culture ibérique regorge de créations étonnantes réalisées par des artisans talentueux. Nous parlons non seulement de métallerie et de céramique, mais aussi de sculptures détaillées, de textiles, de bijoux et d'autres parures personnelles. Mais voici le hic. La fabrication de tous ces articles de luxe dépendait beaucoup d'une grande classe agricole. Au cœur de la société ibérique, la plupart des gens étaient impliqués dans l'agriculture et l'élevage du bétail. Selon l'endroit où vous vous trouviez, les types d'agriculture variaient. Par exemple, au nord, ils étaient entièrement consacrés à la culture des céréales, tandis qu'à Valence, ils se concentraient sur la production d'huile d'olive et d'autres aspects agricoles. À l'ouest, l'élevage était le centre d'intérêt. Cependant, nous n'avons pas beaucoup d'informations sur la vie quotidienne des nombreuses personnes effectuant ce travail essentiel. À l'inverse, nous en savons beaucoup sur la classe supérieure de la société ibérique qui contrôlait ses ressources agricoles et engageait les artisans. Dès le 7e siècle avant notre ère, nous commençons à observer un groupe de princes ibériques qui vivaient une vie de luxe, commerçaient avec les Phéniciens et profitaient d'objets de luxe sophistiqués. Vous pouvez reconnaître cette classe d'élite à travers leurs pratiques funéraires. La crémation était la méthode privilégiée pour les funérailles parmi les Ibères, et les individus riches étaient souvent trouvés dans les cimetières, avec toutes sortes de biens somptueux et de sculptures funéraires qui nous donnent un aperçu de la mode et des coiffures des riches. Fait intéressant, à partir du 6e siècle avant notre ère, il y a eu une baisse notable du nombre de sépultures reconnaissables, ce qui suggère que ces coutumes funéraires élaborées sont devenues plus exclusives à une petite élite. Pendant ce temps, le destin de la majorité, agriculteurs, artisans, soldats et ouvriers qui constituaient une grande partie de la population, reste en partie un mystère. Il s'agissait autrefois d'une civilisation assez avancée, mais elle a disparu sans laisser de traces. Les chercheurs pensent que cela pourrait être dû à un énorme tremblement de terre, mais jusqu'à présent, nous n'en sommes pas sûrs. Il s'est passé beaucoup de choses au cours du premier millénaire de l'ère chrétienne. Bien sûr, nous parlons de 1000 ans d'histoire humaine.
Si tu te souviens de tes cours d'histoire, tu sauras qu'il s'agit de l'époque de l'ascension et de la chute de l'Empire romain. C'est aussi l'époque où nous sommes entrés dans le sombre Moyen-Âge. Et certains disent que c'est la période d'apogée de la civilisation maya, en Mésoamérique. Mais grâce au progrès technologique, nous pouvons aujourd'hui regarder l'histoire d'une manière bien différente. Tu vois, les archéologues ont trouvé des preuves réelles que la civilisation maya pourrait avoir commencé bien plus tôt, et que depuis son origine, cette civilisation était loin d'être simple. Pour en savoir plus, tu devras plonger dans les forêts tropicales du Guatemala. Prêt pour la balade? Les forêts tropicales sont denses et difficiles d'accès. Si tu étais archéologue, tu les trouverais également très menaçantes. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles nous sommes restés si longtemps dans l'ignorance au sujet des Mayas. Mais regarde un peu ça. Tu t'attendrais à voir des ruines de ce genre au Portugal, en Angleterre ou aux États-Unis. Je parle de ces routes de 40 mètres de large, peintes en blanc, pour aider les voyageurs à se déplacer la nuit. À titre indicatif, ces routes faisant environ de la taille d'un terrain de football américain. Enorme, les scientifiques ont récemment mis au jour un réseau de 160 vecinos de satanistiques de routes similaires, et ils pensent qu'elles détiennent davant les toutes premières ruines mayas répertoriées à ce jour. Ces routes, qui traversaient parfois des terrains marécageux et pouvaient même être surélevées, sont en quelque sorte les premières autoroutes du monde. On ne dispose pas de registres répertoriant les véhicules à traction animale, mais on pense que ce réseau reliait entre elles 964 localités mayas. C'était comme une immense toile d'araignée. Et d'après ce que les archéologues ont trouvé, ce réseau constituait un système d'interactions économiques et sociales. Cela bat complètement en brèche l'idée traditionnelle selon laquelle la période préclassique maya, que l'on situe entre 1000 et 350 avant notre ère, était constituée de petites colonies tribales. Imagine la main-d'œuvre et les capacités d'ingénierie qu'il fallait pour construire des autoroutes comme ça. Les scientifiques y pensent que ces chaussées furent donc construites à peu près de la même façon que les pyramides. Si ces gigantesques ouvrages architecturaux t'intéressent, ne t'inquiète pas, nous en parlerons dans quelques instants. Les scientifiques pensent que ces routes furent bâties avec un mélange de boue et de pierres de carrière, et avec plusieurs couches de calcaire aussi, bien sûr. Les chercheurs n'ont pu découvrir tout cela que grâce à une toute nouvelle technologie d'imagerie. Tu sais qu'on a utilisé la technologie du sonar pour cartographier le fond de l'océan? Eh bien, cette technologie est très similaire. Mais au lieu d'utiliser des sons, elle utilise des lasers. Ce système permet aux chercheurs de voir à travers l'épaisse voûte forestière, un peu comme un vision à rayons X. Cela a incontestablement changé la donne. On a commencé à exhumer les cités mayas au milieu du XXe siècle. Depuis, des ruines de villes telles que Tikal, Palenque et Uxmal ont été redécouvertes. Mais revenons quelques instants en arrière pour situer le contexte. Les Mayas étaient l'une des plus grandes civilisations précolombiennes d'Amérique. Jusqu'à présent, les experts pensaient qu'à son apogée, cette civilisation comprenait plus de 40 villes, avec une population de plusieurs millions de personnes. Ça fait beaucoup de monde. Son territoire s'étendait sur la péninsule du Yucatan, au Guatemala et au Belize. Et il survivait principalement grâce à l'agriculture. Mais cette péninsule était un endroit très hostile aux cultures. Les Mayas durent donc mettre au point un système d'irrigation complexe dans leurs villes. Ils construisirent des bâtiments cérémoniels, des pyramides, des places et même des terrains pour jouer au ballon. Les Mayas furent peut-être de grands bâtisseurs de pyramides, mais ils développèrent aussi un système astronomique avancé. Avec la technologie dont ils disposaient, ils étaient capables de prédire l'emplacement exact de planètes telles que Vénus et Mars, ainsi que les dates exactes des éclipses. Jetons maintenant un coup d'œil à certains de leurs sites. Voici Tikal. Situé au cœur de la jungle guatémaltèque, Tikal aurait été la capitale de l'ancien empire maya. À son apogée, son importance était comparable à celle de villes comme Londres ou New York dans le monde d'aujourd'hui. Il est composé de plusieurs monuments. Au total, le site compte 12 000 bâtiments. L'Acropole Nord est le plus ancien complexe de monuments de Tikal. Construite uniquement de main d'homme vers 350 avant notre ère, elle servait de lieu de repos aux rois et aux chefs. Ces monuments mesurent jusqu'à 60 mètres de haut. À l'époque, les pyramides à degrés
était peinte d'un beau rouge. Les Mayas adoraient cette couleur. Aujourd'hui, bien sûr, il ne reste que le calcaire. Nous avons dit que l'empire Maya s'étendait sur plusieurs pays. Il n'est donc pas surprenant que Chichén Itzá se trouve aujourd'hui à 10 heures de route de Tikal. Il n'y avait pas de querelle entre ces sites. Il s'agissait simplement de centres-villes différents. Un peu comme New York et Los Angeles. On y trouve l'une des pyramides les mieux préservées de la planète. Située dans l'état mexicain du Yucatan, cette cité Maya a plus de 1500 ans. À son apogée, elle abritait 35 000 personnes. Le site s'étend sur une superficie de 10 km². Son centre est El Castillo, un énorme temple en escalier d'une hauteur de 25 mètres. Sa caractéristique principale est qu'il comporte 91 marches sur chacun de ses 4 côtés. En comptant la plateforme supérieure, cela fait 365 marches. Le même nombre de jours que dans l'année solaire. Ça donne à réfléchir. Et voici la cité perdue de Palenque. Cette autre cité maya aurait accueilli plus de 6000 personnes à son apogée. Les archéologues ont fait de curieuses découvertes sur ce site. La plus étrange fait immédiatement penser à Indiana Jones et à Tomb Raider. L'un des bâtiments de cette cité serait la dernière demeure de la Reine Rouge de Palenque. C'était la grand-mère du dernier roi maya. En son honneur, un énorme monument fut construit pour conserver son corps après son décès. La découverte de la tombe elle-même fut un événement passionnant. Les archéologues ont trouvé un ancien monument en creusant sur le site en 1994. Ils ont tout d'abord vu une pièce avec une porte cachée. En ouvrant cette porte, ils sont tombés sur un couloir de 2,5 mètres de long. Au bout de ce couloir se trouvait la chambre de la reine. Et à l'intérieur, la momie de la reine elle-même. Ils l'ont trouvée accompagnée de ses perles, de ses coquillages de jade et de ses pierres précieuses. Mais en explorant les vestiges, l'équipe a remarqué quelque chose d'étrange. La pièce était remplie d'une poudre de couleur rouge. Les chercheurs savaient que cette couleur était importante pour les Mayas. Mais ils ne comprenaient pas pourquoi la reine avait été enterrée avec cette substance inconnue. Ils en ont ramené un échantillon qu'ils ont analysé et ont découvert que cette poudre était du cinabre, un minéral très dangereux. Lorsqu'elle est inhalée, elle peut causer de graves dommages à la santé. L'équipe a conclu qu'il ne pouvait être sûr que d'une pique pour quiconque tenterait de voler ces trésors. Une vraie malédiction. Une chose qui a toujours troublé les chercheurs est le manque de données concernant le déclin de cet empire tout-puissant. Quelle aurait pu en être la cause? La sécheresse? Une maladie? De nouvelles recherches menées en 2017 ont tout de même permis de faire la lumière sur cette question. À partir de données recueillies à Saibal, un site situé au sud-ouest de Tikal, les scientifiques ont analysé des céramiques et autres objets exhumés lors de fouilles archéologiques afin d'en savoir davantage sur la disparition inexpliquée de cette civilisation. Ces informations ont montré qu'au lieu d'un effondrement soudain, les Mayas auraient disparu à la suite de plusieurs périodes d'instabilité sociale et de crise politique. Ces événements auraient détérioré les centres-villes et provoqué la dispersion de la population. Et toi, que penses-tu de tout cela? La plupart des gens savent que les pyramides ont été construites pour servir de tombeau aux pharaons, afin de leur assurer un voyage sans encombre vers l'au-delà. La grande pyramide de Gizeh, par exemple, a été construite pour le pharaon Khéops. Mais ce que la plupart des gens ignorent, c'est que cette tradition de construction de pyramides a commencé ici même, avec la pyramide à degrés de Djeser, il y a environ 4700 ans. Cette structure massive a été construite pour le pharaon Djeser, un souverain de la 3e dynastie égyptienne. Elle s'élève sur 6 niveaux au-dessus du sol et mesure environ 60 mètres de haut. Aujourd'hui, nous la considérons comme un projet architectural phénoménal. Mais pour les anciens Égyptiens, la pyramide à degrés de Djeser représentait plutôt une vaste expérience. Un essai, si l'on peut dire, destiné à perfectionner leurs compétences en matière de construction avant de passer à des pyramides encore plus ambitieuses. Atteindre de nouveaux sommets est très excitant, mais le véritable mystère réside dans ce qui se passe sous terre. Dans le labyrinthe souterrain de cette pyramide, un réseau de tunnels s'étend sur environ 5,5 km. Certains chercheurs pensent que ces tunnels pourraient avoir fait partie d'un système d'adduction d'eau très sophistiqué, et cela pourrait changer complètement notre vision de la construction des pyramides. Parlons de ce complexe massif situé à Saqqara. Autour de la pyramide, il y a ce qu'on appelle une douve sèche.
une tranchée continue qui fait environ 50 mètres de large et près de 3 km de long. Elle forme une sorte de rectangle autour de la pyramide. Cette tranchée a une profondeur moyenne d'une vingtaine de mètres. Si l'on additionne toute la terre et la roche creusée pour créer cette douve, cela représente environ 10 fois le volume de la pyramide elle-même. Pendant longtemps, les gens ont pensé que cette tranchée n'était rien d'autre qu'une immense carrière, un endroit où l'on avait extrait de la pierre et de l'argile pour construire la pyramide à degrés. C'est logique, non? Mais en y regardant de plus près, on s'est aperçu qu'il n'en était rien. La tranchée est trop étroite et trop profonde pour avoir été exploitée, et son tracé ne correspond à rien de ce que nous savons des méthodes d'extraction de l'Égypte ancienne. De plus, certaines sections de la tranchée sont recouvertes d'un plafond rocheux, ce qui aurait rendu son utilisation comme carrière pratiquement impossible. Une théorie suggère que la douve sèche avait une signification spirituelle. Il s'agissait peut-être d'un lieu sacré, où les âmes des nobles se réunissaient pour servir le roi défunt dans l'au-delà. Des niches dans les murs évoquent bien cette fonction spirituelle. Mais la plupart des chercheurs pensent qu'elle n'a été développée que bien plus tard, longtemps après la construction du complexe. Alors, à quoi la douve servait-elle vraiment? En 2020, un chercheur a émis une idée assez intrigante. Il est possible que cette tranchée ait été conçue pour recueillir et canaliser l'eau, en particulier après de fortes pluies. Cela semble logique si l'on considère son emplacement. La douve se trouve dans une zone qui aurait facilement pu être inondée par les eaux de ruissellement provenant des plaines voisines. Cela pourrait également expliquer pourquoi la tranchée n'a été utilisée pour de nouvelles tombes que bien plus tard, lorsque le climat est devenu plus sec et le site moins sujet aux inondations. Mais l'histoire devient encore plus fascinante, car cette tranchée semble faire partie d'un système hydraulique plus vaste et plus élaboré à l'intérieur du complexe de Djéser. C'est comme si elle comportait plusieurs compartiments, soigneusement taillés dans la roche et reliés par des tunnels. Ces compartiments faisaient probablement partie d'un système de traitement de l'eau. L'eau s'écoulait d'un compartiment à l'autre, se purifiant au fur et à mesure qu'elle progressait. C'est ici que les choses commencent à se rattacher à la pyramide elle-même. Le complexe de Djéser comporte une série de puits souterrains, et certains chercheurs pensent que l'eau de la douve a pu être utilisée pour alimenter un système d'ascenseur hydraulique. Cet ascenseur hydraulique géant aurait alors servi à soulever les lourdes pierres nécessaires à la construction de la pyramide. Il fonctionnait comme un volcan, mais au lieu de lave, c'est de l'eau qui soulevait les blocs de pierre. Imaginez un grand trou profond dans le sol au centre du site de la pyramide. À l'intérieur de ce trou, il y avait une énorme plateforme en bois, un peu comme un radeau géant qui pouvait monter et descendre. Lorsque les ouvriers voulaient soulever une pierre lourde, ils remplissaient le trou d'eau. Lorsque le niveau de l'eau montait, la plateforme en bois se mettait à flotter, emportant la pierre avec elle, un peu comme un ascenseur géant. Lorsque la pierre atteignait la bonne hauteur, les ouvriers la faisaient glisser de la plateforme vers la pyramide. L'idée, c'est que l'eau de la tranchée, après avoir été nettoyée et filtrée, se serait écoulée dans ces puits. Un flotteur énorme, peut-être en bois, s'élevait alors au fur et à mesure que l'eau remplissait le puits, soulevant les pierres jusqu'à l'endroit où on en avait besoin pour la construction. Une fois la pierre en place, l'eau était évacuée et la plateforme redescendait, prête à soulever la pierre suivante. Ce système de levage hydraulique sophistiqué aurait pu changer la donne, rendant l'ensemble du processus de construction beaucoup plus rapide et efficace, et permettant d'économiser de la main-d'œuvre. C'est comme si les anciens Égyptiens avaient déjà adopté la notion selon laquelle travailler plus intelligemment vaut mieux que travailler plus durement. Mais bien sûr, tout le monde n'est pas d'accord avec cette théorie. Certains experts affirment que la zone où a été construite la pyramide à degrés de Djéser n'aurait pas pu fournir suffisamment d'eau. Les pluies étaient assez rares pour entretenir un système hydraulique aussi élaboré. La théorie principale suggère qu'il y avait peut-être un lac à proximité qui se serait rempli après chaque période de pluie et qui aurait fourni l'eau dont le complexe avait besoin pour son système hydraulique. Or, aucun écrit de l'Égypte ancienne ne fait mention d'un tel lac. Il s'agit donc plus d'une hypothèse que d'une réalité. Et puis, il y a la question du travail lui-même. Vous vous souvenez que j'ai dit que cette méthode aurait pu permettre aux anciens bâtisseurs d'élever des pierres avec beaucoup moins d'efforts? Ce n'est peut-être pas tout à fait vrai. Selon certains experts,
La construction de ce dispositif aurait nécessité beaucoup plus de travail que le simple déplacement des blocs de pierre nécessaires à l'édification du monument. Et n'oublions pas que la pyramide à degrés de Djéser est relativement petite comparée à celles qui ont suivi. Les pierres utilisées pesaient en moyenne 300 kg chacune, ce qui n'est rien comparé aux blocs de plus de 2,5 tonnes utilisés plus tard pour la pyramide de Khéphren. S'il nous faut complètement écarter cette théorie de l'ascenseur hydraulique, il nous reste à expliquer comment cette pyramide a été construite. Pour répondre à cette question, nous devons revenir un peu en arrière et parler des plans d'origine. Avant que la tombe de Djéser ne devienne une pyramide, l'idée était de construire un simple mastaba. Ce type de tombeau était assez courant dans les périodes antérieures. Une structure rectangulaire à toit plat avec des côtés inclinés. Mais une fois le mastaba original terminé, ils auraient décidé de l'agrandir un peu en ajoutant quelques couches supplémentaires. Ils auraient ensuite ajouté d'autres couches jusqu'à ce que la construction atteigne 6 niveaux distincts, chacun plus petit que le précédent. Et ils auraient probablement fait tout cela en soulevant ces lourdes pierres à l'aide de passerelles, et non d'un ascenseur hydraulique. Nous ignorons encore beaucoup de choses sur la pyramide à degrés de Djéser. Des recherches supplémentaires sont certainement nécessaires pour comprendre comment ce système fonctionnait, ou s'il a même existé. Mais l'idée d'utiliser de l'eau pour construire une pyramide apporte une nouvelle dimension à notre compréhension de l'ingénierie de l'Égypte ancienne. Cela nous rappelle avec force à quel point ces bâtisseurs étaient intelligents et ingénieux, mettant à profit les ressources naturelles dont ils disposaient pour créer l'un des monuments les plus emblématiques de l'histoire. Imaginez-vous en train de traverser un désert à pied. Il fait chaud, vous avez terriblement soif et pour couronner le tout, il vous faut contourner ce mur. Un mur au milieu d'un désert aride et sans vie. Exactement. Un mur dans le nord du désert saoudien. Les archéologues viennent de faire une découverte extraordinaire, et il ne s'agit pas d'un simple mur. Non, il s'agit de toute une ville antique fortifiée qui pourrait dater de l'an 2400 avant notre ère. Ils pensent que cet endroit abritait environ 500 personnes, et qu'il a pu être habité pendant un millénaire. C'est une découverte capitale, car cela signifie que cette région était peut-être beaucoup plus avancée que l'on ne le pensait. La ville était bien organisée, avec différentes zones d'habitation, des tours et des murs solides pour la protection des habitants, ainsi que différentes sections pour toutes sortes d'activités quotidiennes. Cette ville antique, que l'on appelle aujourd'hui Al-Nata, était une ville oasis, et grâce à elle, nous avons un aperçu de ce qu'était la vie dans ce désert il y a des milliers d'années. Apparemment, les différentes zones étaient bien séparées. Il y avait des quartiers résidentiels, un cimetière, des terres agricoles et même un centre-ville. Cette ville oasis, située dans la région de Khybar, constitue la première grande colonie organisée du 2e ou 3e millénaire avant notre ère découverte par les chercheurs dans le nord-ouest de l'Arabie. Les premières études nous montrent que cette ville, qui s'étendait sur environ 2400 mètres carrés, comprenait plusieurs quartiers, dont un quartier résidentiel, un cimetière et un quartier judiciaire avec des tribunaux. Les maisons étaient disposées en rangées bien ordonnées, toutes reliées par de petites routes. Ces rues séparaient le quartier résidentiel du reste de la ville. À l'époque, la plupart des habitants de cette région étaient des éleveurs nomades, en perpétuel mouvement. Cependant, les archéologues sont convaincus que pendant l'âge du bronze, le nord-ouest de l'Arabie était parsemé de petites villes fortifiées et d'oasis. Ces villes et oasis reliées entre elles étaient uniques. Elles offraient aux populations la sécurité nécessaire pour vivre, stocker des marchandises et faire du commerce. Elles témoignent des débuts de l'urbanisme et nous suggèrent que c'est à cette époque que les gens ont commencé à s'installer et à organiser leur communauté de manière plus structurée. L'équipe de recherche estime qu'il y avait environ 50 maisons à Al-Nata. Cependant, ce nombre pourrait atteindre 70 à mesure que les fouilles avancent. On pense que quelques centaines de personnes vivaient là. L'un des aspects les plus remarquables est sans doute que certaines maisons comptaient jusqu'à 3 étages. Construite sur une pente près de 2 routes commerciales importantes, cette ville bénéficiait d'un emplacement privilégié. L'un des aspects les plus impressionnants de cet endroit est son approvisionnement en eau. L'oasis disposait de sources et d'aquifères, des sources d'eau souterraines, ce qui en faisait un endroit idéal pour l'agriculture. Grâce à ces réserves d'eau, les habitants pouvaient cultiver leur propre nourriture et être relativement autonomes. Les murs d'enceinte servirent probablement à contrôler l'accès à la ville et à ses ressources. Ce mode de vie sédentaire constituait un changement impressionnant par rapport à l'existence nomade des populations précédentes. Ce fut le début d'un mode de vie dit agro-pastoral.
soit un mélange d'agriculture et d'élevage. Cette théorie est corroborée par la découverte, à l'intérieur de la ville, de tout un ensemble d'outils, des meules, des mortiers et des pilons. Les habitants moulaient leurs céréales afin de préparer leurs repas. Ils se nourrissaient de grains, de viande et de lait provenant de leurs propres élevages. Ces découvertes fascinantes nous montrent que les gens pouvaient subvenir à leurs besoins et qu'ils étaient étonnamment avancés pour l'époque. Grâce à un meilleur accès à l'Arabie Saoudite au cours des 2 dernières décennies, les archéologues ont désormais une image beaucoup plus précise de la vie qu'on y menait il y a des milliers d'années. Al-Nata faisait peut-être même partie d'un réseau de villes oasis fortifiées similaires réparties dans toute la région. Grâce à ces sites, nous pouvons à présent savoir comment fonctionnaient les routes commerciales et comment s'organisaient les petites colonies à cette époque dans cette région aride. Cette récente découverte n'est toutefois pas la seule à susciter l'enthousiasme du monde scientifique. Et si nous allions visiter l'Égypte, des archéologues viennent d'y découvrir un trésor antique gréco-égyptien sous les eaux. Ils explorèrent la cité perdue de Tonis Héracléon. Au large des côtes égyptiennes, elle aurait coulé il y a plus de 1000 ans. Cette ville était légendaire. Personne ne savait où elle se trouvait exactement jusqu'à sa redécouverte en l'an 2000. Aujourd'hui, les fouilles avancent et au cours d'une exploration récente, les archéologues ont découvert un trésor composé de nombreux objets en or et en argent. On pense qu'on les utilisait lors du couronnement des nouveaux pharaons. Les chercheurs ont même découvert un ancien temple grec dédié à Aphrodite, ainsi que des armes grecques très anciennes. Frank Gaudio, l'archéologue en chef, a déclaré qu'il était étonnant que ces objets si fragiles aient survécu à la catastrophe qui a détruit l'ancienne ville. À son apogée, Tonis Héracléon était l'une des plus grandes cités portuaires de la Méditerranée. C'était un immense centre culturel et le principal point d'entrée en Égypte pour les navires en provenance de Grèce. Malheureusement, en raison de la montée des eaux, de tremblements de terre et d'un raz-de-marée catastrophique, le sol sous la ville s'est un jour littéralement transformé en boue. La ville entière a alors sombré dans la Méditerranée. Et on l'a oublié jusqu'à ce que l'équipe de Gaudio la redécouvre en l'an 2000. Depuis, plusieurs de ces sites ont été mis au jour et les chercheurs ont pu peu à peu reconstituer son histoire. Si cette cité engloutie ne vous impressionne pas, nous vous emmenons à présent en Amazonie, où une découverte vraiment stupéfiante a été faite. Depuis des siècles, on parle de cités perdues au cœur de la jungle amazonienne, comme El Dorado, qui a attiré tant d'explorateurs espagnols à la grande époque des découvertes. Beaucoup d'entre eux ne sont jamais revenus. Dans les années 1900, un explorateur britannique nommé Percy Fawcett est parti à la recherche de ce qu'il appelait la cité perdue de Z. Et lui aussi a disparu. Aujourd'hui, des scientifiques ont trouvé la preuve que ces cités perdues de l'Amazonie ont bel et bien existé. Une équipe de chercheurs a utilisé une technologie appelée LIDAR, qui permet de voir à travers l'épaisse jungle depuis le ciel en projetant des faisceaux lumineux vers le sol. Ils ont survolé la jungle bolivienne à bord d'un hélicoptère à environ 200 mètres d'altitude et ont cartographié ces anciennes cités. Ils ont découvert les ruines d'une immense agglomération construite par le peuple khazarabe, qui y a vécu de 500 à 1400 après JC. Il ne s'agissait pas juste de quelques bâtiments éparpillés ici et là. Les cartes LIDAR ont révélé d'immenses centres urbains, des pyramides, des plateformes, des routes, des canaux et des chaussées, le tout soigneusement aménagé. Il s'avère que l'Amazonie n'était pas une jungle vierge, mais qu'elle abritait autrefois de grandes villes très complexes. Un scientifique de l'Institut archéologique allemand a expliqué que les Européens avaient longtemps ignoré la possibilité de l'existence d'anciennes villes amazoniennes, mais que les cartes LIDAR venaient aujourd'hui leur donner tort. Ces nouvelles cartes ont révélé 26 sites, dont 11 totalement inconnus jusqu'à présent. Les chercheurs ont découvert 2 sites urbains principaux, Landivar et Kotoka, qui comportaient d'énormes douves, de grands bâtiments sur plateforme et de hautes pyramides. Les différentes colonies, petites et grandes, étaient reliées par des chaussées s'étendant comme les rayons d'une roue. Certains canaux reliaient même les villes à des rivières et à un grand lac, ce qui permettait à l'eau de circuler dans la région. Au fil des ans, les scientifiques ont trouvé des ruines éparpillées dans toute la zone, mais à cause de l'épaisseur de la jungle, il était presque impossible de relier les points entre eux et de comprendre de quelle façon communiquaient tous ces vestiges. Grâce au LIDAR, l'ensemble du site a pu prendre vie, révélant un système urbain organisé extrêmement vaste. Il est désormais évident que ces sites avaient également une signification spirituelle, car tout y est disposé de manière à évoquer une structure symbolique profonde. La civilisation khazarabe n'est pas aussi célèbre que celle des Mayas, mais elle a connu une société florissante dans une région confrontée à d'énormes défis tels que des inondations annuelles.
Et bien que les Andes voisines possèdent leurs propres sites monumentaux, les Khazarabes ont réalisé quelque chose d'absolument unique. Ils disposaient même de réservoirs pour stocker l'eau, ce qui suggère qu'ils devaient en faire face à des sécheresses occasionnelles, ce qui est assez inhabituel en Amazonie. En réalité, ces terribles sécheresses pourraient nous expliquer pourquoi les Khazarabes ont finalement quitté leur ville vers l'an 1400 de notre ère.